Ok, donc moi le sujet de mon rump est assez explicite si vous regardez la première slide. Donc ça va être l'intégration grandissante de Linux dans Windows. Donc depuis quelques années, 2016 plus précisément, Windows il développe quelque chose qui s'appelle Windows Sub Linux, Subsystem for Linux. En fait, ça vous permet tout simplement d'avoir un shell Linux dans votre Windows accessible. Et en fait, c'est vraiment une première que Windows intègre comme ça une autre OS dans son environnement. Et on va voir que c'est plutôt sympa. Donc déjà, c'est très facile d'installation. Vous allez sur le store, vous tapez Linux, vous avez ça qui pop. Donc vous avez quand même parmi les distros les plus connus. Moi j'ai installé Ubuntu, je vous ferai une petite démo après. Donc concrètement, quand vous l'installez, vous avez un truc moche comme ça. Donc je vais vous montrer, hop. Un vieux shell comme ça qui supporte pas l'Unicode. Donc normalement, ça c'est un thème basique de ZSH, voilà, il rentrait mal. Concrètement, là vous êtes dans Linux. Donc ça marche comme si vous étiez ailleurs. Donc je vais aller à ma racine, vous voyez, c'est exactement la même organisation. Donc on est purement dans un Linux, c'est comme si vous étiez sous une VM et vous avez accès à tout. Vous verrez notamment qu'il y a Windows Sub Linux, donc c'est un dossier en plus parce qu'ils utilisent une version tweaksée du noyau de base. Et vous avez aussi le C ici, donc votre volume Windows de base, donc c'est celui-là, et il est monté par défaut dans MNT. Et moi en fait je le monte à la racine, donc si je vais dans C, j'ai tout mon PC côté Windows. Et si je vais dans User et tout blabla, hop, là c'est exactement comme si j'étais côté Windows. Si je fais explorer.exe, hop, ça ouvre une fenêtre. Donc vous avez une communication directe d'une OS à l'autre. Et franchement, ça vous permet de manipuler votre Windows avec un shell Linux. Bon, ça a certaines limites, hein, mais pour faire joujou, c'est plutôt sympa. Alors, ça, ce que je vous ai montré, c'est Windows Sub Linux 1. Donc, comment ça marche, tout ce package? En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont convertir les syscalls. Donc, un syscall, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que votre kernel il met à disposition pour pouvoir faire des interactions. Donc, sous Linux, vous connaissez sûrement fork, open et kill. Donc, vous les avez fait, c'est ce qui vous permet de manipuler tout ce qui tourne sur votre PC. Et Windows, forcément, pour fonctionner, il a ses équivalents. Donc sous Windows, ça s'appelle NT-create-process, NT-ceci, NT-cela. Donc déjà, ils sont un peu moins sympas, ils sont plus verbeux. Mais surtout, ils fonctionnent pas de la même manière intrinsèquement. Ils sont pas codés pareil, ils sont pas faits pour le même noyau. Donc ils sont pas interchangeables à souhait. Et en fait, c'est pas une mince affaire de pouvoir utiliser les syscalls de Linux avec les syscalls de Windows. Donc quand vous voulez utiliser Windows Sub Linux, il va convertir tous les syscalls faits par le binaire en ELF. Et pour le faire, en fait, il a une interface qui s'appelle LXCore. Et donc, ça va virtualiser les syscalls. Donc, pour commencer, vous arrivez sur bash.exe. Donc, c'est ce que je vous ai montré quand je fais Ubuntu. Ça va lancer ça. Donc, ça lance un session manager qui va init. Donc, init, qu'est-ce que c'est? C'est le premier process dans votre Linux. C'est ce qui permet de lancer tous les sous-process. Donc, si vous regardez, en fait, c'est le PID 1. Donc, c'est toujours ce qui init votre Linux. Et après, ce qu'il va faire, il va vous lancer un bash, donc un shell, donc votre porte d'entrée vers votre Linux. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand j'ai lancé Ubuntu, je suis atterri sur ZSH en l'occurrence. Et après, une fois que vous êtes dans ZSH, dès que vous faites une action, genre un ls, ça va faire des syscalls, donc pour opendir, pour readdir, pour tout ce que vous voulez. Et donc ces syscalls-là, ils vont être convertis à chaque fois, ils vont passer par LXCore et ils vont être transformés en NT, opendir, ceci, cela. Donc c'est plutôt stylé, mais c'est une sacrée usine à gaz en fait. Et donc ils sont partis sur quelque chose d'autre avec Windows Sub Linux 2, donc qui est actuellement en work in progress. C'est pour Windows Insider seulement. Bon, après c'est pas très exclusif, hein, ça prend 5 minutes d'être register. Et en fait le principe est différent. Et pour ceux qui ont suivi le talk de Maxime la semaine dernière, c'est totalement le principe qu'utilisait Docker. Donc en fait ils ont une VM légère qui est totalement invisible pour l'utilisateur. Donc ça tourne en arrière-plan, ça gère l'allocation des ressources tout seul, vous n'avez pas à créer votre disque, à louer les cœurs de CPU et tout blabla. Donc c'est totalement transparent, ça pèse quasiment rien. Et en fait, vous avez un vrai noyau Linux, un vrai kernel qui tourne en arrière-plan. Et donc vous n'avez plus une interface pour convertir les syscalls, mais en fait tous vos syscalls, quand vous êtes dans Ubuntu, ils vont directement passer par ce noyau-là pour être interprétés. Et donc ça déjà, ça a deux avantages énormes, c'est que premièrement, tous les syscalls sont compatibles.
Avant, s'il y avait un syscall qui n'était pas parfaitement interchangeable, et ben LXCore, il se débrouillait pour faire un peu des bails sombres et c'était pas 100% parfait. Alors que là, vu que c'est un Linux qui interprète les syscalls, bah, c'est exactement l'effet escompté, donc plus de LXCore. Et vu que c'est les syscalls natifs, et ben forcément, vous avez des meilleurs perfs en écriture et en lecture. Donc l'IO est franchement meilleur. De ce qu'ils disent, pour des écritures genre npm install, apt-get, pip install et tout blabla, c'est 3 à 6 fois plus rapide. Et pour des bails genre git clone, sur un gros projet, ils ont dit que ça pouvait aller jusqu'à 20 fois plus vite. Donc c'est plutôt sympa. Aussi, Microsoft, depuis un certain temps, ils aiment bien Linux, mais ils aiment bien l'open source aussi. Donc le noyau qu'ils ont fait pour Windows Sub Linux 2, bah, il est open source et bah, vous pouvez aller le regarder si vous voulez, s'il y en a qui ont l'âme de kernel développeur. Donc voilà. Aussi, Docker en profite. Donc ils sont plutôt très satisfaits de ce que Microsoft fait avec Windows Sub Linux 2 et ils ont déjà des features qui implémentent Docker pour faire tourner Docker directement sur le noyau de Windows Sub Linux plutôt que gérer leur VM à eux et faire des bails sombres pour que ce soit accessible. Donc hop, je vais vous montrer. Donc, vous avez une commande Windows Sub Linux et là elle liste tout ce que j'ai. Donc en l'occurrence l'Ubuntu que je vous ai montré tout à l'heure et vous voyez qu'il y a donc les distros, enfin distros entre guillemets, de Docker. Donc si je fais Docker ici, il est accessible. Et si je fais Docker là, bah, il est accessible aussi. Et c'est le même Docker qui tourne, c'est Docker Desktop pour Windows. Un autre utilitaire qui profite de Windows Sub Linux, bah, c'est VS Code notamment, et qui a une très très bonne intégration. Comment ça fonctionne en fait, c'est que vous allez avoir votre noyau VS Code qui tourne du côté de Windows Sub Linux, donc qui va watch les files, mettre à jour, écrire et compagnie. Et l'interface, eh ben, elle va passer du côté Windows. Et vous avez une extension qui s'appelle Remote quelque chose, je crois, qui va vous permettre justement de communiquer de l'intérieur à l'extérieur. Et la transition est totalement transparente. Donc vous n'avez pas l'impression d'entrer ou de sortir de Linux, vous codez dedans. Et c'est comme si vous aviez VS Code ouvert. Moi, sur mon Ubuntu en dual boot, bah, ça revient exactement au même. C'est légèrement plus lent, mais franchement, ils ont fait un bon taf sur ça. Et aussi quelque chose qui est assez appréciable depuis pas longtemps, donc c'est sorti l'année dernière. Moi je me rappelle, on était tous un peu hypés quand ils ont sorti la vidéo. Bon, le résultat n'était pas vraiment le même dans les premières versions, mais ils ont sorti un Windows Terminal qui est encore en preview actuellement et qui est quand même plutôt sympa et qui vous permet d'avoir, bah là c'est pareil, c'est plus la vieille console moche de Ubuntu tout à l'heure. Donc là ça gère le Unicode, ça gère aussi le splitting de Windows, ça gère différentes tabs. Vous pouvez avoir plein de shells différents qui sont paramétrables. Donc là, vous voyez, j'ai mon PowerShell, je peux avoir mon Linux à côté. Et ils ont fait un très très bon taf. Et donc je trouve que l'environnement de travail en fait se rapproche de plus en plus de ce qu'on peut avoir du côté de macOS ou du côté de Linux en mode desktop. Et bah, il était temps parce qu'ils avaient quand même un certain retard, mais c'est franchement appréciable. Et qui sait, d'ici quelques temps, d'ici quelques temps, peut-être qu'on aura un support pour le XT4, le XT3 et les partitions de Linux, parce que ce serait sympa de ne plus avoir à passer par un soft un peu bresson pour aller lire vos partitions en dual boot. Donc un jour, qui sait, peut-être qu'ils passeront à autre chose ou ils changeront un peu du NTFS qui commence à avoir une vingtaine d'années, je crois. Donc voilà, c'est tout pour moi. Est-ce que ça se lance automatiquement au démarrage ou est-ce qu'il y a besoin de l'activer directement Ouais, moi en tout cas, de ce que j'ai testé, ça se lance tout seul au démarrage. Docker, faut le lancer manuellement, mais tu peux le setup pour le lancer en même temps. Ok. Et pour le transfert de fichiers, tu as dit que VS Code, ça faisait le transfert automatique, mais est-ce que Ouais. ça le fait aussi pour les fichiers? Genre, si tu as Alors, un fichier sous Windows que tu as fait télécharger genre sur Internet ou un truc comme ça, tu peux le récupérer facilement à travers WSL2. Parce que sous WSL1, j'ai compris qu'il y avait la partition C à l'intérieur du route. Mais pour WSL2, c'est la même ou pas? attends, répète parce que j'ai un peu zappé le début de la question. C'est Est-ce que genre tu peux... accessible à un fichier de l'un à l'autre? Ouais. Ah bah oui, 100%. Bah là, tu vois, là, je suis sur VS Code avec un fichier qui est dans Windows Sub Linux. Et si je vais, par exemple, ici, je suis dans Linux, et ce que tu vois ici, bah, c'est des fichiers qui sont dans mon Windows. Ok. Merci. Moi j'ai une petite question aussi. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est envisageable de passer d'une machine Linux à une machine du coup
Windows sub Linux pour travailler par exemple les projets tech, tout ça, tout ça? Bah, je vais pas te mentir, c'est quand même pas aussi performant. Ok. Je vais aller. J'avais un exemple qui était assez parlant. Je vais aller dans mon 42SH. Voilà, tu vas voir, la compilation, elle est quand même Ouais. pas top. Ouais, c'est vrai. Donc ça prend son temps. J'avais testé sur mon RPG aussi. Là, c'était terrible. Je crois que j'avais 40 secondes de compilation et pourtant c'est du C, pas du CPP. Mais bon, là, je suis pas branché aussi parce que sinon ça grésille trop. Mais ça change vraiment les perfs d'être branché. Ça reste. Après, ça dépend aussi combien de temps il met, genre sur ton Linux chez toi aussi. Chez moi, il met 1 seconde pour compiler mon RPG. Ah ouais, ok. Et aussi, les variables sont pas tout à fait pareilles. Là, tu vois, mon 42SH, bah, il arrive pas à trouver mon pass. Mon SH, peut-être parce qu'il a mal fait aussi, hein, mais il marche très bien sous Linux. Normalement, il indique où est-ce qu'il est dans. Tu vois, la route normalement elle change et là il me dit que je suis dans route. Enfin, il a des petits problèmes sur certains syscalls, j'ai l'impression. Parce qu'il. Ou alors c'est mal implémenté, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas 100% parfait. Pour tout ce qui est C et compagnie, je sais pas si c'est la meilleure option. Mais après, il montrait des exemples de Docker où c'était vraiment bien intégré. Où ton Docker il communiquait bien de l'intérieur vers l'extérieur et c'était fluide. Ouais, du coup, moi j'avais une question par rapport à ça. Docker, c'est pour l'instant ou c'est ça y est, c'est. Ça a coupé, j'ai pas très bien entendu. C'est bon, tu Ouais. veux dire? Non, je voulais dire, ouais, est-ce que Docker c'est en bêta actuellement ou ça y est, c'est bien testé et c'est. Alors attends, j'ai pas relancé parce que j'ai reboot juste avant. Je vais te montrer. Ils ont une option. Terminal. C'est ce qu'il y avait dans les slides en attendant que Docker démarre. Hop. C'est ça, tu vois. Il y a une option Enable Experimental WSL2 Base Engine. Ok. Et en fait, de base, quand tu t'installes Docker Desktop, c'est Windows Sub Linux 1. Et tu peux, avec la commande WSL, convertir tes distros. Est-ce que j'ai la commande qui traîne? Tu peux convertir tes distros. Voilà, set default 2. C'est-à-dire que de base, quand tu vas tout installer, bah, il va les mettre pour Windows Sub Linux 2. Et tu peux les convertir d'un Sub Linux 1. Voilà, tu vois, cette version à 2. Et si je fais cette version à 1, j'espère que ça va pas tout casser. Ça va convertir. Voilà, tu vois, ça va fermer tous mes Windows Sub Linux et ça va le convertir pour un Windows Sub Linux 1. Ok. Et voilà. Et la gestion de différentes. Facile. De différentes quoi? Bah, t'as plusieurs distributions là, du coup. Genre, tu peux avoir un Ubuntu, un Kali, un Debian. Ouais. Genre, tu passes facilement de l'un à l'autre et. Bah, tu passes comme ça de l'un à l'autre, comme je passe de Ubuntu à PowerShell. Tu vois, ils peuvent tous tourner en arrière-plan, c'est ultra fluide. J'ai plein de vidéos si vous voulez, enfin plein, j'en ai 2 qui expliquent très bien. C'est des vidéos de Microsoft et ils expliquent très bien le principe de Windows Sub Linux, son intégration avec Docker, avec VS Code et aussi le Windows Terminal. Comment ça marche. Mais en gros, ouais, Windows Terminal, tu peux lancer à peu près n'importe quel shell. Je me rappelle, j'avais configuré Anaconda ou quoi. Et donc à partir du moment où tu as un shell qui est accessible dans tes autres distros, bah, c'est accessible au terminal. Sympa. T'as une question dans Talk? Ouais. Ubuntu WT, c'est quoi? Windows Terminal, c'est bash.exe. Ouais, c'est ça globalement. Quand t'installes... Ah non, le bash.exe, celui de Git, ou pas Git pour Windows? Parce que je crois que quand t'installes Git sous Windows, il t'installe une sorte de distrib chelou. Avec un shell où t'as bash. Mais le Ubuntu, c'est celui du Microsoft Store. Ouais, bash.exe, parce que en fait, si je tape bash.exe, tu vois, j'ai un binaire bash.exe qui me lance, bah, je sais pas quoi, il vient de se fermer tout seul. Mais globalement, le bash.exe, c'est quand je tape Ubuntu, tu vois. Ça fait ça. Il y a quand même un truc que je précise qui m'avait grave saoulé quand j'avais joué avec, c'est que de base, faut un Windows 10 Pro. Ouais. Bon, déjà, si vous n'êtes pas sur Windows 10 Pro, il va falloir que vous payiez un petit peu plus, quoi. Pro ou étudiant, ça marche. Moi, j'ai mis à jour. Étudiant, ça marche. Ok. Ouais, c'est plutôt une bonne chose, ça. Et l'autre truc qui m'avait grave saoulé, c'est qu'il faut être en Insider Preview. Bon, c'est une fonctionnalité bêta, donc très bien. Mais pour être en Insider Preview, il faut activer la télémétrie Microsoft au max. Ouais, faut set à full. Bah justement, aujourd'hui, je les reset à basique et il t'empêche pas de le faire. Ah ok, il t'empêche pas. Ok. Il faut le set à max quand tu passes en mode insider pour dire ok, je mets à jour. Et je pense qu'il doit te faire chier à chaque fois que tu veux réinstaller une mise à jour. Ouais, et là, en l'occurrence, j'ai juste mis le build de 2004 pour avoir
la version 2, et après j'ai désactivé. Ouais, Windows étudiant, c'est celui qu'on peut avoir avec Epitech. Moi, c'est mon Epitech qui me l'a mis. S'il y a encore des... Si on peut encore l'acheter avec Epitech, enfin le recevoir avec Epitech. Ouais, voilà.